Allô? Allô, James, quelle nouvelle? Absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour? Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, Martin? Quelle nouvelle? Ma jument grise, morte aujourd'hui? Expliquez-moi, cocher fidèle, comment cela s'est-il produit? Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Elle a péri dans l'incendie qui détruisit vos écuries. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, Pascal, quelle nouvelle? Mes écuries ont donc brûlé. Expliquez-moi, mon chef modèle, comment cela s'est-il passé? Bonjour Bernard. Bonjour Alain. Bonjour Sylvia. Bonjour les auditeurs, les auditrices. Et oui, nombreux, ils vont appeler aujourd'hui au 04 91 08 28 15 ou 04 91 08 28 10. On espère des appels nombreux. Et nous avons un invité surprise. On vous le dévoilera dans un petit moment. C'est un imitateur hors pair. Alors, le temps qu'il mette ses petites lunettes, on vous dévoilera tout à l'heure son nom. On attend son imitation. Allez, on y va. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en tant que délégué de la Ligue anti-alcoolique, je vous parlerai de l'eau minérale, de l'eau ferrugineuse. L'eau ferrugineuse, comme son nom l'indique, contient du fer. Et le dire, c'est bien, mais le fer, c'est mieux. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Et je suis fier de faire à cheval sur le principe d'une conférence contre l'alcool. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Et pourquoi y a-t-il du fer dans l'alcool? Et pourquoi dans l'eau ferrugineuse? C'est parce que le fer a repassé. Et le fer, l'eau, disais-je, l'eau, c'est parce que l'eau a passé et repassé sur le fer. Et le fer a dissous. Le verre a dissous, c'est pas cher. Alors, pourquoi boire cet alcool qui est plus onéreux que l'eau ferrugineuse? Ruine la santé et le portefeuille. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. D'ailleurs, l'alcool brûle les tissus de l'organisme. Vous le sentez quand vous en buvez. Ça pique. Alors que le fer solitaire... non, pas le ver solitaire. Le fer est salutaire. Il est salutaire, le fer. D'ailleurs, ne dit-on pas une santé de fer? Un homme de fer? Un omnifère? Un mammifère? Et Gaston de fer. Alors, suivez-moi. Et comme disait mon grand frère, il faut vivre, mais il ne faut pas s'en faire. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Un grand bravo. On ne vous dit pas tout de suite l'identité de notre invité mystère, mais vous le saurez dans un tout petit moment. Alors Bernard, à l'actualité de cette semaine? L'actualité de cette semaine, c'est le foot. On est foot. On est tout foot. Ouais, le Brésil a été le premier à s'être qualifié pour les huitièmes. Oui, le Chili aussi. On attend l'équipe de France. Eh oui.
Bon, on les attend demain. On verra ça demain soir. Ouais, enfin, je sais pas si tu as remarqué, mais depuis que Franck Ribéry ne fait plus partie de la composition de l'équipe de France, elle marche très bien. Oui, mais peut-être c'est une façon de le mettre à la retraite. Je sais pas. Enfin bon, le foot, moi c'est vrai que je suivais le foot beaucoup quand mes enfants y jouaient, je suis un peu moins, mais j'avoue que ça nous remet devant l'écran. C'est vrai que quand on a l'impression d'un travail d'équipe, quand on voit moins les chacun pour soi, comme ça s'est passé pour le Portugal ou dans d'autres équipes, eh bien, ça fait plaisir, quoi. Je veux dire que là, on a vu une solidarité, on a vu à chaque fois penser aux copains, et ça fait tellement drôle qu'on n'y a plus l'habitude, quoi. Mais un grand coup de chapeau à Didier Deschamps. Je pense que c'est quelqu'un qui, dans le foot, a toujours eu un comportement honnête et à l'égard des équipes, il a toujours été très vigilant là-dessus. Bon, Il réussit partout où il passe. Il était à la Juventus de Turin, les a fait remonter en première division. Il a eu des Scudetto. Il est venu à l'OM plus de 20 ans sans rien gagner. On a fait un doublé. On a gagné 3 coupes de la Ligue, un championnat. Là, il part en équipe de France. Il réussit. C'est un très beau parcours. Oui, tout à fait. Et d'après des infos non officielles, Franck Ribéry aurait eu peur d'aller au Brésil. Ah ouais? Ouais, parce qu'on lui a dit que là-bas, il n'y a pas des putes, il y a des travelots. Ah bon. Il est peut-être parti au Bois de Boulogne alors. Voilà. Bon, allez. On y va sur l'actualité ou sur... moi, il y a un sujet sur lequel j'aimerais que l'on puisse parler parce qu'il se trouve que je suis concerné, et puis vous étiez concerné dans le quartier où vous étiez. C'est toujours le même quartier, le plus pauvre de France et le plus pauvre d'Europe. Eh bien, il y a du bruit, beaucoup de nuisances sonores, et ça commence à faire beaucoup quand même, parce qu'on construit, il y a des immeubles en béton, il y a un toboggan qui passe, enfin il y a beaucoup d'allées et venues de voitures dans la journée, de très tôt le matin jusqu'à 20h, 21h presque, c'est un bruit infernal. Le nombre de décibels est quand même très très important. Et là encore, on voit que, ma foi, il suffit d'aller sur Nice, à certains endroits où il y a des grandes voies qui passent. Il y a de la protection acoustique le long des voies, et là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de protection acoustique ni du côté des immeubles, ni du côté d'où vient la circulation. Et c'est vraiment une nuisance très, très importante, et qui, à mon avis, il y a une infraction là qui doit être soulevée par rapport aux constructeurs et par rapport à ceux qui sont chargés de faire respecter la législation en matière de bruit. Mais on est bien d'accord qu'on parle d'un quartier le plus pauvre. On parle du quartier le plus pauvre, et donc pas grand monde. Voilà, il n'intéresse pas grand monde. Et si on peut chasser les derniers qui restent avec ce bruit et faire les aménagements plus tard, peut-être que c'est ce qui est recherché. Mais on va essayer de faire bouger les choses, et on va lancer une pétition par Avaz et par change.org sur cette question là-bas dans le quartier, parce que c'est vrai, là c'est vraiment très très nuisible. Et j'avoue que sans les boules qui est, on ne peut pas beaucoup dormir, y compris même à une période où, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pourtant plus calme à partir de 21h le soir. Mais il y a toujours du bruit. Ajouté au bruit de travaux, au pic, au sondage que l'on fait, au des marteaux-piqueurs, je vous assure que c'est vraiment très très nuisible, et on se demande vraiment pourquoi on ne fait rien. Parce que là, je crois qu'on peut faire, il y a une législation qui remonte assez longtemps en arrière, du début des années 95, si mes souvenirs sont bons. On a commencé il y a 20 ans à s'intéresser quand même assez fermement à cette question. Il y a des solutions aujourd'hui qu'il faut trouver, et on va essayer de voir si on ne peut pas en promouvoir quelques-unes ou faire bouger. Donc peut-être qu'il y a un bureau à saisir. On va peut-être faire d'abord une pétition, ou faire une pétition par signature des riverains. Et on ira porter à l'organisme qui est chargé de vérifier les décibels, qu'il commence à faire son enquête et qu'il fasse respecter la loi. Tu sais que sur le quartier de Château-Gombert, il y a des constructions aussi qui se montent, et Sylvia peut pouvoir te le dire, elle a discuté avec des riverains. Les chantiers commencent très tôt le matin. Ils ne respectent pas les heures de sommeil des habitants, donc ça commence très tôt, et de grosses nuisances sonores suivent, quoi. C'est vraiment horrible pour les personnes qui veulent dormir un petit peu le matin. Ça commence à quelle heure, Alain? 5 heures, elle nous a dit, la dame. Qu'elle partait très tôt, il y a 5 heures déjà. Et sans parler de sommeil, moi je voulais revenir sur le 3e arrondissement. Il y a les jeunes pêcheurs qui ont révisé les examens.
Et je pense que les familles ne peuvent pas se payer la clim ou les doubles vitrages dans ce quartier. Et ils ont dû réviser leur baccalauréat, leur BEPC, leur CAP, enfin tout ce qu'ils ont dû réviser. C'est assez difficile, le brevet, de réviser les vitres fermées, quoi. Avec les nuisances sonores, c'est surtout à eux qu'il faut penser, je crois, pêcheurs. Oui, c'est vrai. Tous ces jeunes, c'est assez difficile, quoi, de réviser dans des conditions pareilles avec le va-et-vient, le brouhaha des voitures, des chantiers. Bon, ça veut bien dire que toutes les couches de la population sont concernées. Enfin, toutes les tranches d'âge sont concernées dans cette affaire, quoi. Oui, c'est facile quand on peut se faire mettre un double vitrage et une clim. Mais les jeunes dans ces quartiers sont plutôt en difficulté. Les personnes ne peuvent pas. Et tous ceux qui réussissent, pêcheurs, à obtenir d'aller dans des études supérieures ont du mal à réviser, les pauvres. Même ceux des facs. Et oui. Attends, je vais essayer de lire. Alors, donc, il existe... voilà. Sidi nous l'a mis à l'image. Donc, il y a des circulaires. Donc, il y a les protections. Il y a une note d'information du CETRA, qui est un service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements. Donc, il y a des protections acoustiques, enjeux et modalités d'insertion dans le paysage. Et ça, ce sont des documents qui datent, comme je le disais tout à l'heure, les premiers datent du 5 mai 1995. Préambule, des protections acoustiques sont mises en place le long des infrastructures de transport terrestre afin de diminuer le niveau des nuisances sonores que subissent les riverains. En effet, le Code de l'environnement, article R 571 44 à 52, et l'arrêté du 5 mai 1995 ont instauré des seuils de niveau sonore à ne pas dépasser. Depuis les textes réglementaires de 1995 et dans le cadre du programme de résorption des points noirs du bruit, la prise en compte du bruit dans le choix des caractéristiques géométriques d'une infrastructure est devenue impérative. Et donc voilà, je ne vais pas vous lire tous les textes parce que c'est quand même assez fastidieux, mais nous allons entreprendre une action et nous allons faire passer une pétition. Alors, je ne sais pas par quelle voie on va la faire passer, par Internet. Il faut savoir qu'à cet endroit, Bernard, nous avons une grande passerelle qui est beaucoup empruntée. C'est la passerelle du littoral. Il y a le dessus donc, et le dessous. Il y a une rue, il y a le boulevard Roger Salingro, il y a toutes ces rues qui sont un peu disproportionnées, qui sont énormes, mais il y a un très gros trafic. Et je vois pas comment on peut protéger du bruit. Si, on peut une isoler... passerelle, comment tu peux isoler une passerelle? Une passerelle du bruit, il y a des photos là sur le site, on voit, il suffit de regarder, pour ceux qui sont allés vers Nice ou par là, on voit bien que les protections dans la partie autoroutière, à l'intérieur, intramuros, il y a toujours des protections. Elles sont murs anti-bruit, oui, des murs anti-bruit des murs anti-bruit avec des matériaux aujourd'hui qui sont très épais et qui sont très transparents aussi. Alors bon, c'est vrai, après, il y a de l'entretien, etc., mais il faut faire un choix. Et est-ce que ce choix, il a été fait? À mon avis, non. Voilà. Et donc, il en a été de même pour la passerelle de Plombières. Jamais elle n'a été... elle a toujours émis du bruit et jamais il n'y a eu de protection sonore pour tous les gens qui habitaient à Plombières. Moi, j'ai vécu à Plombières et on entendait le brouhaha les nuits d'été, toute la nuit. Il faut se rappeler que la passerelle de Plombières était une passerelle provisoire. Oui. Et le provisoire à Marseille est devenu définitive et dure 2600 ans, c'est ça? Peut-être plus même. Bon, non, mais ça veut dire, quand on regarde quand même les grandes agglomérations, toutes les grandes agglomérations qui existent, il y a, enfin, dans les concepteurs, les architectes, je pense, le font, et peut-être qu'après les constructeurs l'oublient, hein, peut-être que c'est une part importante du budget, c'est possible, hein, c'est l'habillage, mais c'est quand même tellement important pour la tranquillité des habitants. Voilà. Je vais te raconter une petite anecdote. J'ai un ami qui avait loué il y a très longtemps un petit appartement au niveau de la passerelle de Plombières. Et la première nuit, il m'a dit, je me suis allongé dans la chambre, j'étais couché dans le lit, et une moto qui est passée près de la maison. Il a dit, tu ne vas pas me croire dans le lit, et je retirais les pieds. Tu vois un peu, je te laisse imaginer la chose, quoi. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un peu des motos qui passent avec la carburation un peu forte. Mais nous avons aussi les pompiers, la sirène des pompiers. C'est un endroit qui est très dur. Hein.
Oui, puis bon, il y a aussi... Le Jarret, il fait la jonction entre les hôpitaux et j'allais dire le cimetière. Entre les hôpitaux, l'hôpital Nord et l'hôpital de la Timone. Il y a des pompiers, c'est énorme. Il faut vraiment combattre ce fléau. Combattre aussi le klaxon abusif des gens qui trouvent que... Voilà, parce qu'il y en a aussi. Oui, mais ça, c'est la mode marseillaise. Je crois qu'à Marseille, je crois qu'à Marseille, avant d'acheter la voiture, on essaye le klaxon. Ah oui. Ah ouais. D'accord. J'en suis sûr. Et c'est pas d'aujourd'hui. Mais là, un peu de civilité, ça ferait du bien quand même de temps en temps. C'est vrai que moi, je constate que dès que quelqu'un respecte le code de la route ou respecte un passage clouté, un passage piéton, eh bien derrière, on klaxonne, quoi. Donc je veux dire, c'est quand même un peu fou et on se doit de faire prendre conscience aux gens que le bruit a des limites et... Enfin, je veux dire, on ne peut pas tout le temps en vouloir aux autres et agir tout de suite. Surtout quand on est... la plupart de ceux qui klaxonnent, ce sont ceux que l'on retrouve garés en double ou triple fil la plupart du temps. Ce sont les mêmes qui ont les mêmes incivilités qui bloquent la circulation. Oui, mais hors de chez eux. Oui, hors de chez eux, bien sûr. Bien, parce que quand après tu le fais chez eux, c'est différent. Voilà. Mais enfin, c'est Marseille. Hein. Là, je crois que je l'ai toujours connu comme ça et ce sera toujours pareil. Hein. Et peut-être pire parce que au niveau de... Je ne sais pas si tu as l'occasion de rouler sur le Jarret aux heures de pointe, tu deviens fou. Hein. D'ailleurs, les couloirs de bus sont empruntés régulièrement par des voitures. Tout à l'heure, on a vu encore un bonhomme qui se faisait arrêter par la police. Les couloirs de bus, les passages cloutés ne sont pas respectés. C'est incroyable. Non, moi, je ne voyage qu'avec mes mollets. Le Jarret, Bon. Le Jarret, tu sais pourquoi ça s'appelle le Jarret? Non. C'est une rivière qui est souterraine, qui a été recouverte. Oui. Il y a la rivière du Jarret qui passe sous la rocade. Et c'est pour ça que ça s'appelle le Jarret? Ouais. Pas le Jarret de port, le Jarret de la rivière. Parce que Jarret, ça signifie souterrain? Ça signifie quoi? Non, je pense pas, je sais pas. Ah, c'est parce que c'est souterrain que ça s'appelle le Jarret. Bon, j'ai appris quelque chose. On l'a recouvert et si tu vas à l'extrémité, au niveau presque de Rabateau, on voit la rivière couler. D'accord. Ok. Bon, quels sont les autres sujets d'actualité, Sylvia? On avait dit qu'on parlerait du quartier. Bon, oui. Un peu plus tard. Allez. Oui, non, allez-y. Alors, Sylvia. Moi, je vous écoute. Hein. Non, c'était juste pour rigoler. C'était au sujet d'hier. Hier, nous étions sur le marché. Sylvia va pouvoir le raconter. Nous étions sur le marché de la Friche à la Belle de Mai. Nous avons la visite de M. Bernard, qui est venu se rendre compte de lui-même de ce petit marché producteur, qui est intéressant, qui est pas mal. D'ailleurs, je t'ai vu repartir avec un numéro de téléphone de la dame la spiruline. La spiruline. Oui. Et oui, mais c'est vrai qu'il y a non, mais ça ne nous regarde pas. Ah bon. La spiruline, c'est comme la quintonine, ça donne bonne mine. Voilà. Qu'est-ce que nous avons sur ce marché? Nous avons un boulanger, 2 fromagers, un qui fait les fromages de chèvre, un les fromages de vache, un producteur de volaille. On a nous qui faisons les biscuits provençaux. On a un maraîcher. 2 maraîchers, un maraîcher bio et un autre maraîcher qui produit lui-même ses fruits et légumes. Enfin, tout ça, c'est super. Miel, huile d'olive. Et le pinard aussi, qui est très bon d'ailleurs. Le vin, oui, d'ailleurs, vous en avez dégusté quelques bouteilles hier. Bon, je ne devrais pas le dire, mais il a fallu reconduire Bernard. Hein. Alors, au sujet de l'eau ferrugineuse, oui. On va donner l'identité de notre invité mystère parce que je vois qu'il est là, il attend qu'on parle de lui. Eh bien, c'était rien d'autre que notre ami Bernard qui a des talents d'imitateur. Bon. Non, mais là, j'avoue que le ton n'y était pas vraiment. Je crois que faut que je refasse, mais une autre fois. Ah, moi, j'ai trouvé parfait. Moi, j'aimerais bien que les auditeurs réagissent sur les nuisances sonores. Ça serait bien qu'ils nous donnent leur avis sur les nouvelles routes qui se sont ouvertes. On rappelle le numéro de téléphone 04 91 08 28 10 et 04 91 08 28 15. Et il faut le faire, hein, faut pas hésiter, appelez-nous. Hein. Et à part Beauville, tu as un autre répertoire? Parce que je sais qu'au mois de juillet, tu vas passer à Gémenos.
Tu as un spectacle qui est prévu? Berrichon. Non, c'est pas toi. Non, c'est pas moi. Il y a le spectacle du rire qui va se produire. D'accord. D'accord, il m'avait semblé voir Bernard Gillet. C'est pas toi. Je suis dans le monologue Berrichon. D'accord. Voilà. Mais je peux vous en réserver un tout à l'heure, mais bon, une autre fois peut-être. Très bien. Tu avais eu un appel de Waïb qui t'avait dit au niveau de ces nuisances sonores que pour lui c'était vraiment... C'est depuis 14 ans qu'il est dans le quartier. C'est devenu... la progression, le nombre de décibels a été multiplié par plusieurs 200 ou 300% à son avis. Voilà. Quand on comprend que le nombre de voitures augmente et que les municipalités ne font rien à ce sujet-là, parce que c'est quand même très, très important. Et puis on parle de nuisances sonores, mais la pollution aussi. Oui, mais attendez, il y a des nuisances. Moi, il y a des choses qu'on ne comprend, qu'on ne peut pas comprendre. Je veux dire, on installe un hôpital avec des gens qui sont déjà en souffrance dans un quartier comme ça, l'hôpital européen, et on ne protège pas les bâtiments des nuisances sonores, ni les bâtiments, ni... je veux dire, c'est quand même... ça veut dire qu'on n'a rien à faire des gens handicapés, des gens malades, des ouvriers, des pauvres, de ceux de la misère. On n'en a rien à foutre à Marseille, quoi. C'est bien de le préciser parce que l'hôpital européen, il est en plein cœur. Hein. Oui, il est en plein cœur de ces nuisances. Ouais. Tout à fait, là. Et donc, je sais pas comment est isolé le grand immeuble bleu, là, à côté. Peut-être il est, lui, bien isolé, j'en sais rien, du bruit à l'intérieur, s'ils entendent quelque chose ou pas. Mais je pense que pour eux, oui, ça doit être parfait. C'est des bureaux de travail, donc l'isolation, la clim, tout ça, ça doit être parfait. D'accord. Bon, oui, Waïb, donc il nous écoute, là, je suis sûr, Waïb, il peut appeler pour nous préciser un peu, là, il a le téléphone. Si notre ami Waïb peut nous appeler pour nous faire part un petit peu de son sentiment sur la question, hein, je sais qu'il nous écoute. Alors Waïb, on attend ton appel, ça nous fera du bien de t'entendre ici à la radio. Ça fait longtemps que tu n'as pas entendu, mon ami. Et cet endroit-là, ils ont retrouvé au niveau des archives un cimetière grec. Oui. Quand il y a eu quelques travaux, il y a de ça quelques mois, j'ai des amis archéologues, ils ont ressorti des tombeaux grecs qui datent donc de l'époque. Mais ils les ont vraiment ressortis ou ils les ont réenfouis immédiatement? Non, ils les ont sortis. Et il y a un endroit, Marseille, qui est pas loin, je ne peux pas divulguer l'endroit, où tout est stocké, tout le matériel est stocké. Donc on sort et on cache. Et on ne voit jamais rien. C'est pour ça que je te disais hier qu'on est avec Istanbul, Rome et Athènes, une des villes la plus vieille, je ne veux pas dire du monde, d'Europe, c'est sûr, avec aucun vestige du passé. Moi, quand je vois des touristes qui me demandent qu'est-ce que vous avez, j'ai honte. Je peux même pas. Alors, il y en a qui me disent on a la bourse. Non, tu peux pas leur parler de la bourse. Les remparts, ça n'existe pas. Marseille a commencé à naître, je crois, sous Napoléon III. Voilà, c'est tout ce qu'on a de plus vieux. Alors, si tu veux rigoler, bon, il y a l'Arc de Triomphe, mais voilà, c'est un style un peu romain, mais c'est pas si vieux que ça. Il y a rien de vieux à Marseille. Oui, de ce qui est visible. Il n'y a rien de visible. Mais peut-être qu'on fera comme la grotte Chauvet, là, qui vient d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Hein, donc, c'est en Ardèche, hein, la grotte Chauvet, donc, dont une réplique sera ouverte au public, puisque la grotte Chauvet elle-même ne l'est pas. Donc, on peut comprendre qu'éventuellement, pour des questions pour éviter des détériorations de vestiges du passé, on protège, ça, on veut bien l'entendre. Mais au moins, on doit faire connaître ce qui existe. Et c'est vrai que de camoufler simplement, pour une ville qui a été capitale européenne, rappelons-le, de la culture en 2013, on aurait pu faire un petit volet sur cette question-là. Et Marseille se pose candidat pour la capitale du sport européenne. D'accord. Ouais. Bon, pourquoi pas? Voilà. On ne sait pas, on va voir. Sport, à part le football à Marseille, je ne sais pas. Écoute, j'ai écouté sur la chaîne 21 l'autre soir, là, j'ai écouté le frère de Laure Manodou. Oui, on est pas mal en natation. C'est mais lui, il en a parlé en natation, mais il a dit qu'il supportait l'Olympique lyonnais. Non pas. Donc, on ira lui tirer les oreilles. Voilà.
Mais c'est bien de ne pas être chauvin non plus. Je crois qu'il faut savoir être ouvert aux autres et quand ils jouent bien, savoir le reconnaître. Quoi. Non, non, pas du tout. Non, il faut être chauvin. Oui, toi, tu es être chauvin. Ah oui, complètement. Bon. C'est la loi du sport. On supporte une équipe, on l'aime quand elle marche, on l'aime quand elle marche pas. Sinon, c'est trop facile. Moi, je sais pas si on l'aime quand elle marche pas. Je viens de voir Calix Beyala aujourd'hui sur Facebook. Elle a incendié, elle a traité de minable l'équipe du Cameroun. Elle est camerounaise. J'ai trouvé ça un peu déplacé de sa part, une dame qui écrit très bien, mais qui sur le plan du discours et des positions... Là, il y a peut-être quelque chose à comprendre, parce que je crois qu'ils se sont pris à coups de poing entre eux à la fin du premier match. Une lourde défaite contre le Portugal, je crois 4-0. Il y a eu des grosses embrouilles. Oui, mais enfin bon, quand on est un écrivain de la renommée de Calix Beyala, on évite ce genre de commentaires sur un site. Voilà, je trouve que ça fait déplacer. Comme tu disais, on soutient dans les bons comme dans les mauvais moments, même si ça fait mal quelquefois de se faire trouer les filets. J'étais supporter de l'Olympique de Marseille depuis l'âge de 5 ans. Mon père m'a mené au stade. J'habitais pas loin du Stade-Drôme. Je voyais les projecteurs s'allumer et je trépignais à l'idée d'aller au stade. Et l'OM donc est en première division. Ils sont descendus en seconde division. J'étais abonné et j'ai toujours été abonné à l'OM, même en seconde division. Je me souviens que les copains, j'étais jeune, j'avais 16, 17, 18 ans, les copains se moquaient de moi parce qu'eux, ils allaient voir que les grands matchs. Et moi, j'allais voir des Corbeil-Essonnes, des Libourne, des matchs de Bouin. Et j'avais même été abonné au stade de Luvonne parce que pendant le championnat d'Europe, la réfection du Stade-Drôme, on était abonné au stade de Luvonne qui aujourd'hui n'existe plus. Le stade de Luvonne a été détruit. On a des beaux logements maintenant en bord de mer. D'accord. C'était un tout petit stade qui appartenait à l'OM, qui appartenait à Marseille. C'était quand même, on ne veut pas dire un vestige du passé, mais une histoire de la ville, une histoire sportive. C'était un tout petit terrain que les promoteurs ont encore pris. Mais je suis assez surpris. Moi, ça m'arrive. Je suis allé l'autre jour vers La Rose, vers Château-Gombert. Voilà, ouais. Et juste après la station de métro, il y a un stade là. Moi, j'ai jamais vu encore. Pourtant, j'y vais à des périodes où d'habitude on voit les gamins jouer ou les équipes jouer au foot. Et il n'est pas utilisé. Je suis assez surpris dans un quartier qui est si peu de... Alors, est-ce que les stades sont ouverts aux jeunes ou alors est-ce qu'on les ouvre uniquement pour les matchs officiels? Moi, c'est peut-être là la question. Bernard, je vais te raconter l'histoire du stade de football de Château-Gombert. J'ai un ami qui est entraîneur, Bernard Pitch. Donc, il entraîne les enfants. Tous les dimanches, il y a des matchs, donc il y a du bruit. Mais le stade étant dans la campagne, ça gêne personne. Sauf que depuis quelques années, des promoteurs ont un peu lorgné ce terrain. Ils ont fait les yeux doux à la mairie et ils ont eu la concession. Donc, ils ont monté des petits îlots d'immeubles. Eh bien, figure-toi que les gens ont rouspété du bruit que le stade occasionnait. Alors que le stade était là bien avant eux. Je crois qu'il a toujours existé, le stade de Château-Gombert. C'est là qu'on a eu le papa du gardien de but de l'OM, Gilly. Il sort de Château-Gombert. Donc, les gens ont réussi à faire interdire l'accès au stade. D'abord aux voitures, puisque les parents menaient les enfants. Et ensuite... ils ont fait lever les cages de football pour plus que les jeunes puissent venir jouer au football. Donc maintenant, où est-ce que c'est qu'on va? Où vont les enfants? Où vont les jeunes quand ils ont envie de taper dans un ballon? Stade Mallet à la Rose. Stade Mallet à la Rose. Ouais. Le stade de Château-Gombert, pour le moment, à cause des riverains. Mais dis donc, ça fait beaucoup de joueurs ou de potentiel pour un petit stade. Alors ça veut dire qu'on n'a plus... Et après, on s'étonne que les enfants jouent dans la rue, que de temps en temps, ils tapent le ballon et que ça va dans les fenêtres. On s'étonne de tout ça. C'est quand même assez surprenant. On croit pas, on pense jamais qu'on a une jeunesse, quoi. C'est l'histoire du Parisien qui vient s'installer à la campagne et qui fait arrêter le chant du coq. Oui, c'est ça. Oui. C'est exactement pareil. Voilà. Bon, eh bien, c'est réjouissant tout ça. On est encore en plein pessimisme, là. Non, on est surtout dans la réalité. Bon, allez, qu'est-ce qui peut nous passer, là, un peu pour nous réveiller, notre ami Sidi, là? Alors, Sidi, ça va, ça se passe bien. Oui, mais parce il faut que Sidi nous réveille un peu, parce que c'est vrai que là, on est en train de... Est-ce que la préparation musicale est là? Non, pas du tout. Si. J'ai un petit titre. Est-ce que je peux te le... Compte ta mère. C'est bien marseillais. Hein. Alors là, écoute-moi, si tu entends ce chef-d'œuvre, ça va revenir sur ce qu'on parlait tout à l'heure.
L'incivisme de l'automobiliste marseillais. Ah. Et c'est qui ça, l'auteur? Voilà, c'est le 3e, Sidi. Avance, voilà. Impeccable. Et c'est de qui? Vous allez le découvrir. Et allez, c'est parti. Bon. On n'a pas le son. Hop, le son. Oui, bon, ben, nous avons eu un petit blanc, mais ça, c'était un souci. Grosse coupure. Grosse coupure, là. Ça y est, le courant est revenu. Le courant est revenu. Voilà. Alors, on a dit qu'on allait parler de... Parce que c'est vrai que, bon, il y a les nuisances sonores, il y a les nuisances aussi pollution. Hier soir, ou avant-hier, non, hier, à un moment donné, on avait une barre au-dessus des immeubles, là, justement, dans le 3e, là. Et on se demandait si c'était des nuages d'orage qui se profilaient à l'horizon, parce qu'il y avait quelques cumulus en formation. Et en réalité, c'était le nuage de la pollution. C'était la pollution. Dès que tu arrives sur Marseille, tu as un gros nuage violet qui fait peur. Voilà, ça, c'est ce qu'on se prend dans les poumons toute la journée, toute la nuit. Et c'est pareil, il faudrait faire quelque... Enfin, je sais pas. On nous limite sur les autoroutes. Je ne sais pas si ça vraiment ça va apporter quelque chose, vu le nombre d'automobiles qui circulent tous les jours. Je te disais, on a un beau massif. En ce moment, on ne peut pas y aller à cause du feu, donc on ne peut pas promener sur nos collines. Les plages, quand il pleut, elles sont polluées, on ne peut pas aller se baigner. Le soleil, il brûle trop. Alors on fait quoi? Il n'y a même plus de terrain de boule. Il n'y a plus de terrain de boule. Yeah. Le pastis, c'est à boire avec modération. Et tu veux être optimiste?
Et qu'est-ce qu'on fait alors? Dis. Alors on va au stade Vélodrome, on regarde l'OM. Ah, d'accord. Et donc si l'OM gagne, c'est bien. Si l'OM gagne, c'est bien. S'ils perdent, on casse tout. On casse tout. Voilà. D'accord. Eh ben c'est bien parti. Oh Marseille, oh Marseille. Et vous avez entendu parler, au fait, on n'entend plus parler de la municipalité, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des joutes? Est-ce qu'il y a eu un petit peu des choses, des prises de bec ou pas du tout, puisqu'il est majoritaire, ultra-majoritaire, le maire sortant là-dedans. Donc il a repris... Donc on n'entend plus parler de rien. Non, là ça se passe bien. Là, la mairie, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils décident un peu de toute façon, il n'y a plus d'opposition. Je ne sais pas si un jour il y en a eu déjà, mais là c'est fini, il n'y a plus rien. Ouais, bon. Donc plus rien, on n'informe rien, les gens ont voté, tranquillou. Maintenant on est pépère jusqu'en 2020. Eh bien alors, bon, moi je crois qu'il faut qu'on prenne les choses en main quand même. Là. Quand je te dis que nous, on devait avoir la visite du maire de secteur que nous n'avions jamais vue. Oui. Elle devait venir nous voir, Sylvia va pouvoir te le dire, elle l'a vue souvent, elle est allée la voir. Oui, je passerai vous voir. Hein. Non, elle ne s'est jamais présentée. Bon, peut-être à cause des élections, son programme était trop chargé, mais enfin bon. Elle s'est beaucoup promenée aux alentours, jamais elle est venue chez nous. Quoi. D'accord. Puis maintenant, on rentre dans la période des congés, donc vous n'allez pas les voir de 2 mois. Là, on va parler du tourisme, on va parler, puis on va pas les voir, quoi. Oui. Là, ils vont partir eux-mêmes ailleurs, sans doute. Ils seront plus sur leur circonscription, sur leur circonscription électorale. Donc c'est un peu dommage, quoi, tout ça. Alors, qu'est-ce que vous allez nous préparer, nous concocter, Alain et Sylvia? La semaine prochaine, là, puisque on va parler un peu de l'avenir de notre émission, hein, puisque aussi c'est un peu le ralenti partout dans les émissions de radio, parce que c'est la période des congés, tout le monde s'en va. Mais vous n'êtes pas en congé, vous allez travailler sur ce petit marché des producteurs, et puis donc vous allez continuer à prendre l'antenne. Et qu'est-ce que vous allez nous proposer mardi prochain? Je pense qu'on aura de la musique, on aura de la bonne ambiance, de la bonne humeur. On va essayer de détendre l'atmosphère. Sidi, il a déjà mené son costume. On va bien s'amuser. Et je pense que nous aurons un petit reportage sur les producteurs de la friche. Oui, entre autres, un reportage de Stéphanie qui produit de la spiruline. Elle est d'accord pour nous donner sa manière de faire, de produire. Et puis peut-être que les touristes pourront se rapprocher de nous et venir sur le marché de la friche. Pourquoi pas? Oui. Ça serait bien. D'abord, on va demander que les touristes se rapprochent. On va demander parce que pas tout le monde connaît. C'est quoi la spiruline? Alors la spiruline, vous voulez que je vous en parle un petit peu? Oui. Bon, il se trouve Est-ce que ça se rapproche de l'aspirine? Ah, pas du tout. Pas du tout. Je crois que c'était une petite algue verte microscopique qui se reproduit, c'est une algue qui se divise, qui se sépare en deux toutes les 7 heures et qui se développe dans une eau douce entre 27 et 37 degrés. Et on fait quoi avec cette algue? Alors la spiruline, c'est une petite algue donc qui contient. Alors l'histoire de la spiruline, c'est vieux. Les Aztèques utilisaient la spiruline et autour du lac Tchad, il y a plusieurs centaines d'années qu'on utilisait la spiruline. Et la spiruline a été redécouverte par des chercheurs à la fois anglais et français il y a environ 35 ans. Au bord du lac Tchad, ils ont constaté que les enfants n'avaient pas le nom exact, Korchfarkior ou Korchiokor ou un truc comme ça, ou le marasme ou le rachitisme. Les enfants autour du lac Tchad n'avaient pas ces signes. Ça comblait quelque chose. Ça comblait donc quelque chose. Et ils ont mené une petite enquête et ils se sont rendus compte que les gens qui habitaient à proximité du lac Tchad ramassaient dans ce lac, un lac donc, qui était alimenté par des rivières en eau douce, ils récupéraient cette algue microscopique, ils la passaient dans des tamis et ils la faisaient consommer fraîche ou séchée en complément alimentaire, c'est-à-dire quelques grammes seulement dans les aliments des enfants. Quel goût ça peut présenter? Alors ça dépend si on la mange fraîche ou si elle est bien séchée, elle n'a pas tout à fait le même goût. Et puis tout dépend où elle est produite. Alors la celle que l'on a goûtée hier vient donc du Garlaban. C'est un ami, c'est Vincent Rioux qui a créé cet espace spiruline, la spiruline du Garlaban.
il y a quelques années. Et il faut savoir que Vincent Rioux a fait un cheminement très très intéressant à titre personnel, puisqu'il avait bossé comme ingénieur avec Cédric Coquet chez Monsanto, et qu'il a décidé de quitter cette boîte par rapport aux pratiques si peu écologiques que l'on connaît. Et donc, il s'est lancé dans la spiruline, et il est allé soutenir notamment la création de fermes spiruline à Pondichéry, en Inde et en Afrique. Cédric Coquet, de son côté, c'est ce qu'il a fait. Et donc, je reviens sur cette spiruline qui donc contient près de 70% de protéines végétales, bien évidemment, des vitamines B2, B12, des oligo-éléments, de nombreuses substances qui sont très très bonnes pour la santé. Et je vais vous faire part d'un endroit. Moi, je suis allé en 2008. Je suis allé peu de temps avant les deuxièmes rencontres panafricaines des producteurs de spiruline qui avaient lieu à Agunyogbo au Togo. Je suis allé chez Tona qui organisait justement cette rencontre des producteurs africains. Et Tona est producteur lui-même de spiruline depuis de nombreuses années. Et en 2007, alors c'est quelque chose qu'on peut trouver, et j'ai d'ailleurs une petite vidéo qui peut être vue sur la question. Ils ont accueilli le 27 septembre 2007, sa femme et lui ont accueilli un petit garçon qui avait 19 mois, mais qui ne pesait que 4 kilos. Et à ce petit garçon qu'on appelle le bébé spiruline, là-bas, tout le monde l'appelle l'enfant spiruline. Quel âge il avait ? Il avait 19 mois. D'accord. 19 mois et 4 kilos, c'est pratiquement le poids de naissance, quelquefois, de beaux bébés. Souvent 3,5 kg, 4 kilos, c'est pas rare à la naissance. Et donc, à l'aide de ce complément en spiruline, à raison de 5 grammes par jour dans ses aliments, pendant 10 jours, et de 10 grammes le reste du mois, le 27 octobre, et je me rappelle bien de la date puisque c'est ma date anniversaire, et le 27 octobre, un mois plus tard, il faisait 9 kilos. Ce qui fait qu'il avait repris pratiquement le poids qu'il devait faire à cet âge-là. Il avait une progression de 5 kilos en un mois avec ce complément alimentaire. Moi, j'ai une petite question, Bernard. Si c'est un aliment fabuleux, pourquoi on ne s'en servirait pas ? Eh bien, tout simplement. Dans les pays en manque. Eh bien, dans les pays en manque, ils essayent. Maintenant, ça se développe. Il y a beaucoup de producteurs de spiruline. Le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'eau douce pour faire les bassins, et puis ça coûte assez cher en investissement. Une fois que c'est fait, disons que on peut considérer qu'un mètre carré de spiruline, un mètre carré de bassin produit 10 grammes par jour de spiruline, ce qui est quand même pas mal, si on regarde bien. Mais c'est vrai qu'il y a des besoins énormes. Et le problème, c'est d'essayer de faire des fermes spiruline avec un certain nombre de bassins. Et bon, le problème, c'est que c'est du travail aussi, parce qu'il faut aérer l'eau. On ne peut pas la laisser, parce qu'avec le soleil, souvent, il fait très chaud en Afrique. Et si vous la laissez, ça peut griller aussi toute la spiruline. Faut ventiler cette eau, faut la brasser. Donc il y a des systèmes maintenant. Alors eux, ils font comme la pirogue, avec la batte ou la rame. Ils essayent d'agiter l'eau. Maintenant, ils ont mis quelques systèmes avec des roues de vélo, avec un petit panneau solaire, de manière à ce que ça tourne et que ça fasse aérer l'eau. Mais sinon, en Afrique, on peut produire la spiruline pendant pratiquement 10 mois de l'année. Ici, je ne sais pas au Garlaban maintenant, mais je crois que c'était autour de 6 à 8 mois dans l'année. Et dans la Drôme, chez Cédric Coquet, je crois qu'il y a, vu le climat un peu frisqué, et à condition de se faire sous serre, c'est entre 2 et 3 mois de production. Donc, c'est pas toujours aussi évident que ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, il faut savoir que la spiruline, ça rentre, comme tous les autres produits d'origine africaine, qui rentrent dans la pharmacopée. Je veux dire, on en fait... Il y a le business qui est en face. Donc, on ne tient pas forcément à ce que ça se développe. Je veux dire, les grosses industries, et on voit qu'ici... dès qu'on voit quelque chose qui est assez intéressant on commence par le faire de manière industrielle avec pas forcément des garanties tellement bio au niveau des intrants, parce qu'il faut quand même alimenter l'eau pour que la spiruline puisse aussi trouver
de quoi se développer, quoi. Donc, je sais qu'ils le font avec de la cendre, par exemple, au Togo. La cendre, c'est la cendre du poêle à bois, sert comme un petit peu engrais pour donner ce dont a besoin la spiruline. Voilà. Mais la spiruline, donc moi je pense qu'il faut inviter Stéphanie. Elle va venir. D'ailleurs, elle nous a invité à venir voir son installation. Je voudrais bien que, elle est ok pour venir, mais je crois que ça coince au niveau de ses horaires. Ouais. C'est les horaires où... Elle est basée où exactement? Aux alentours de Cavaillon. Voilà. Elle vient en train. Oui, mais aux alentours de Cavaillon, mais il y a aussi le Gare-Laban. D'accord. C'était au Gare-Laban au départ, ici. C'est son compagnon qui est sur Cavaillon. Elle est encore au Gare-Laban. Elle vient en train, elle prend son petit train. Et d'ailleurs, hier, on l'a ramenée à la gare. D'accord. Bon. Et bien voilà, je vous ai parlé de spiruline parce que ça fait partie des choses que moi j'ai essayé de soutenir avec quelques artistes africains et des joueurs de foot notamment. On a essayé avec Adebayor et Jenny Jella d'organiser une tournée culture, sport, solidarité, santé pour essayer de trouver des fonds pour développer la spiruline, mais sans grand succès pour les raisons très simples, l'obtention des visas. Mais tout à l'heure, tu me disais quand même 1 mètre carré pour 10 grammes, c'est pas beaucoup. Non, mais... Ça demande combien pour avoir 10 grammes, combien de temps? Mais non, c'est ce que j'ai dit, 10 grammes, c'est une journée. En une journée, on récolte 10 grammes par mètre carré. Et il faut savoir que... Et combien on peut ingérer de grammes par jour? Alors, il ne faut pas en ingérer exagérément. 5 grammes par jour, 5 grammes quand on est dans les salades, dans les jus de fruits ou autres, c'est largement suffisant. Quand on est en traitement comme ces enfants qui ont besoin de retrouver un poids, effectivement, on peut monter jusqu'à 10 grammes, mais c'est rare. On est à 3-4 grammes de moyenne par jour et quand on le prend. Mais moi, c'est vrai que quand j'étais au Togo, j'avais dans ma poche mon petit sachet de 100 grammes. Alors, il faut savoir, je vais vous donner une indication sur le prix. En Afrique, c'est 2500 francs CFA les 100 grammes, c'est-à-dire à peu près 4 €. Ici, le prix du marché, qui n'a pas varié depuis pratiquement 10 ans, c'est de l'ordre de 15 €. Mais ici, on n'a quand même pas forcément les mêmes besoins, enfin encore que, avec l'appauvrissement, etc. On voit que ça pourrait compenser... certaines protéines en mettant dans la salade, ça peut être intéressant. Voilà. Il y a Waïb qui veut intervenir. Ah, très notre bien. ami Waïb. Bon, Waïb. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Ça va, tu vas bien? Ça va et vous? Et toi, Alain? Ça va, avec le soleil. Ça me donne de l'eau. Ouais, avec le soleil de Marseille. Ça me donne de l'eau à la bouche à vous entendre parler de spiruline. Il n'y a plus rien dans mon frigo, c'est la crise. Ouais, mais c'est pas la spiruline qui va te le remplir. Voilà, je viendrai volontiers participer quand notre ami Bernard serait à Oujda, au Maroc, pour vous parler aussi d'un arbre, d'une plante de miracle, surtout en période de sécheresse. L'été, on a soif et le caroube, ça apporte plein de plaisir et d'action en action. J'espère participer à votre émission et j'ai demandé à notre ami Sidi de vous faire passer un petit titre. Ça vaut... Qu'est-ce que tu veux écouter? Si vous voulez bien. Je l'ai déjà passé à notre ami Sidi. Ah, voilà. D'accord. Je vois le titre, merci, en effet. Découvrir. Waïb, passe nous voir au marché de la Belle de Mai. Au marché... à Marseille, je vous le dis. Ouais. Non, mais on reste dans la chanson. On va aller de Caroube en Silla. Allez, on y va. Allez, mon vieil. Allons-y. Ce qui a été mis en avant et qui a permis de décrocher Marseille, capitale de la culture, c'est les cultures urbaines et les multicultures et la mixité des cultures. Et subitement, du jour où on a été désigné capitale de la culture, on nous a plus calculé. Je me rappelle de l'époque où j'étais même pas né, mais mon frère, mon aîné, lui, m'en a parlé. On travaillait au dock, rendez-vous sur les quais, avant que Muselier ne signe l'Euro-Méditerranée. Il faisait bon chanter, il faisait bon danser. Rapporti parle de la Belle de Mai, mais tout ça c'est bien loin. Marseille pue le fric, capitale de la culture, mais pas de l'authentique.
Algarade, aux égalades, en ligue, au martyre, Castabiane, amour au piano, en Gambie, un main petit, Algarade, aux égalades, en ligue, au martyre, Castabiane, amour au piano, en Gambie, un main petit. Le fer est mort, on nous a mis un vigoureux. Il a pas pesé lourd, le chirurgien de mes deux. Godet reprend la main, le curé lâche rien. Il veut mourir sur scène comme Dalida Satata. Y a concours de valises dans le clan Guérini. Les mains dans les poubelles, par ici la sortie. Tandis que les Joassins gèrent l'oligarchie. Le FN tient les comptes et les gauchos en chient. Algarade, aux égalades, en ligue, au martyre, Castabiane, amour au piano, en Gambie, un petit, Algarade, aux égalades, en ligue, au martyre, Castabiane, amour au piano, en Gambie, voudraient bien s'en sortir avec leur capitale. La culture de l'esbrouf à Marseille, on l'étale. Européens, le silo, bétonné la Joliette. Le port, c'est Manhattan, mais tu vois comme il se la pète. Ça va coûter un bras entre Arles, Aix et Marseille. On vient de toute l'Europe pour acheter son pointu. Tous ces plus belles la vie, toutes ces marinas ne changent rien au fait qu'on l'a toujours dans le cul. À cause de tous ces politicards de mes fesses, maintenant à Marseille, même la bouillabaisse. La chasse aux RMistes donne des résultats depuis que le CG gère le RSA. Je donne des ordinateurs aux minots des collèges. Je vais radier le papa, c'est trop cher, oh, on allège. On fait des coupes franches dans la France d'en bas, mais on est près du peuple puisqu'on paye la fiesta. Algarade, aux égalades, en ligue, au martyre, Castabiane, amour au piano, en Gambie, un petit, Algarade, aux égalades, en ligue, au martyre. On collègue, à un moment donné, on n'est pas là pour être ici, hein. Alors, ce que vous n'avez pas vu à l'image, c'est que tous les édifices récents de Marseille explosent à la fin. La tour Siama, ouais. Voilà, c'est un peu le symbole de cette révolte. J'avais une petite info qui ne concerne pas Marseille, mais qui concerne le Maroc, où je vais aller. J'ai vu hier dans la presse, ou hier ou avant-hier, il y a une jeune Marocaine pendant son bac, alors qu'elle a résidé pendant une dizaine d'années en France. Elle était retournée près de sa maman qui était malade au Maroc. Elle est revenue et on lui a notifié son expulsion alors qu'elle était en plein examen. On lui a notifié son expulsion. Ça conditionne toujours pour passer le bac, ce genre de décision. Je me demande quel est l'imbécile qui a pu... c'est quelqu'un soit qui n'a pas d'enfant, soit qui n'a pas de cerveau, qui a pu prendre une telle décision à un tel moment. Je veux dire, c'est vraiment une décision imbécile qui ne s'explique pas et je ne vois pas quelle circulaire amène à réagir de cette façon-là. Donc c'est soit quelqu'un de frustré qui n'a pas d'enfant, quelqu'un qui n'aime pas du tout les immigrés. C'est souvent le cas de ceux qu'on embauche pour prendre des décisions, malheureusement. Je crois bien qu'elle a un cerveau, parce que je crois que tu es obligé d'en avoir un, mais ils ne savent pas s'en servir. Voilà, c'est ça. Donc c'est quand même un peu désastreux de voir qu'on est capable de ce genre de comportement en 2014 en France, dans un pays dit civilisé. Je trouve ça déplorable. Il y a une pétition qui circule, vous pouvez la trouver soit en allant sur le site de l'Express, soit sur Internet.
Voilà, ou sur Facebook, voilà, vous pouvez trouver une Moi, je voudrais revenir sur 2 points. C'est d'abord, je t'ai dit que je le dirai toujours, le fameux ouvrier qui est mort sur les travaux d'Euroméditerranée 2, Euromède 2. Il y a eu bien un décès de l'entreprise Messi. On n'en parle toujours pas. Et c'est grave, c'est très grave. Oui, mais ça fait partie. On ferait mieux de s'occuper de ces choses-là plutôt que de s'occuper de l'expulsion d'une jeune Marocaine en pleine période d'examen. Ouais. Et la seconde point sur lequel je voudrais revenir, c'est l'expulsion du camp de Rome qui a bien eu lieu donc. Oui, ça a eu lieu. Bon, ils étaient déjà pratiquement tous partis. On les a déplacés. On les a pas expulsés, on les a déplacés. On les a déplacés. Voilà. Et donc le problème n'est nullement réglé. Et, on les a sûrement mis dans des conditions qui font qu'ils vivront beaucoup moins bien. Et puis les riverains également, parce que là-bas, il n'y en avait pas, donc ils dérangeaient personne. Alors qu'à cet endroit, il y avait l'espace, il y avait encore une fois, c'était aéré, il y avait des sanitaires qui avaient été installés, il y avait un point d'eau, etc. Et donc, c'était un lieu où ils auraient pu tranquillement passer plusieurs semaines sans déranger personne. Voilà, je veux dire, sauf... parce que de toute façon, ça ne dérange pas... Les poubelles, puisqu'ils débarrassent les poubelles à certains endroits de Marseille où on n'enlève pas les poubelles. Il y a encore du côté de Noailles, il y a eu la semaine dernière, des tas qui se sont accumulés d'objets encombrants. Et là, on est bien content de trouver des personnes qui viennent récupérer et enlever ces détritus en plein milieu de la rue. Voilà. J'ai un ami qui faisait le marché aux puces ce dimanche, tu sais, de la petite brocante, des petits... Eh bien, ils ont été expulsés par la police. Oui, c'est vrai, ils ne les laissent pas vendre alors que ça les aide bien. Il y a beaucoup de personnes à qui ça permet de finir les mois, puisque les fins de mois sont difficiles. Donc, je pense que ça serait bien qu'ils les laissent vendre. Oui, parce que ça veut dire, bien sûr. Il y a autre chose à faire de plus important que d'empêcher les pauvres gens de vendre. Ouais, la police le dimanche, si vous voulez les joindre, allez au marché aux puces. Vous savez qu'ils sont là. Voilà. Bon, eh bien, où en sommes-nous là? Quelle heure il est? Ah, il est bientôt l'heure de se quitter déjà. C'est passé vite quand même. On a le temps de chanter une chanson. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on va chanter? Ce que tu veux. Ensemble. Sidi, qu'est-ce qu'on chante, Sidi? Allez, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez chanter? Allez, l'OM. Ah non. Alors, je sais pas. Qui ne gagne pas, c'est ça, qui ne saute pas n'est pas. Voilà, c'est marseillais ça ou c'est français? Ouais. Déjà, on va se donner rendez-vous pour la finale de la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Ah, ben très bien. France-Brésil, Mais France. avant le rendez-vous pour la finale, demain soir. La revanche. Demain soir, c'est contre l'Équateur, c'est ça? Ouais. Là, on les calcule pas, on va leur mettre un 7-8-0. Aïe. Là, t'es trop optimiste, mon ami. Après, on se retrouve en finale, on se prend le Brésil, on leur fait la revanche, mais là, on les laisse gagner cette fois-ci. Mais c'est un match qui se déroule à 22h, donc 22h chez nous, ça fait quelle heure là-bas? 9h de décalage, c'est ça? Non? Il y a quelqu'un qui sait? Ça doit être dans l'après-midi. Ouais, 9h de décalage, donc 22h, ça va être... Oh là là, ça va faire chaud là-bas. C'est le coup de 13h, c'est en plein cagnard, quoi. Donc là, nos petits Français, peut-être bien que... Je sais pas. Quand c'est un peu plus tôt, 20h, c'est avant que le soleil soit au zénith, là-bas. Est-ce que tu sais pourquoi Rio de Janeiro s'appelle Rio de Janeiro? Non. C'est les Portugais. Ils ont découvert au mois de janvier. Oui. Donc Janeiro, une belle rivière, et rivière Rio de Janeiro. D'accord. Bon. Les Portugais, ils sont partout. Voilà, sauf ils sont plus sont plus dans la Coupe du Monde. Non, ils ont été virés. Bon. Eh bien, allez, on y va. Le petit générique de fin et on se retrouve donc mardi. Mardi, moi, je vous appellerai. Gros bisous, faites de belles choses. Au revoir. Au revoir, chers auditeurs. Vous n'avez pas été nombreux à appeler. Merci, Waïb, d'avoir appelé en tout cas. À tout à l'heure. Allez. Allô, James, quelle nouvelle? Absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour? Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, Martin? Quelle nouvelle? Ma jument grise, morte aujourd'hui?
expliquez-moi, cocher fidèle, comment cela s'est-il produit? Cela n'est rien, Madame la Marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Elle a péri dans l'incendie qui détruisit vos écuries. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, allô, Pascal, quelle nouvelle?